Voilà, il y a trop de lumière. Et bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Marilyn. Salut. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, entendez bien. Désolée pour le retard. J'ai eu un gros souci d'Internet, donc j'ai dû changer de place, tout changer à la dernière minute. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard. Voilà, donc on va laisser un petit peu que les gens arrivent. Hop. Alors, je vais essayer de faire un fichage par intervenant. Épinglé, voilà. Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok. Oui. Ok, super. Bon, bienvenue à tous à ce webinaire. Désolée pour la lumière, du coup, je suis dans un endroit qui a... Ah, je vais juste donner le bisou à mon fils avant qu'il aille se coucher, excusez-moi. Excusez-moi, c'est tout à la bourre aujourd'hui. Du coup, ok, j'admets les personnes qui sont en salle d'attente. Du coup, bienvenue à cet webinaire pour vous parler des formations en Ayurveda. Donc, j'ai dessiné j'ai planifié quelque chose à vous en parler. Donc, je vais vous dire un petit peu quel est le menu du soir. Je vais essayer de faire un webinaire pas trop long. Donc, je vais essayer de expliciter. J'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, sur les différentes thématiques. Et du coup, j'ai tracé un programme pour vous expliquer toutes ces choses-là. Je vais essayer d'être au plus clair possible et après, je vous laisserai la place pour les questions. Il y a une de mes élèves, Marilyn, qui a été gentille. Elle a accepté de témoigner là avec vous. Donc, ce que j'allais proposer, Marilyn, c'est que j'explique toutes les choses, qu'après tu viennes, que tu puisses témoigner sur la formation que tu as fait et qu'après on laisse la place aux questions. Si jamais, Marilyn, tu dois partir avant, oui, tu dois partir à quelle heure? Alors, attends, normalement, à 20h30, c'était 20h30, mais je peux rester un petit peu plus si besoin. D'accord. Non, non, je vais pas te... Déjà, c'est gentil de ta part. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais juste expliquer un petit peu le sommaire de tout ce qu'on va voir. Après, Marilyn viendra parler. Après, j'expliquerai les choses en détail. Et après, on fait les questions. Ça vous va comme ça? Voilà. Donc, en fait, premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de comment choisir son école. OK? Et donc là, c'est vraiment un point de vue large. Et donc, c'est un conseil que je vous donne plus en me mettant à la place de quelqu'un qui va débuter une formation. Et quelles sont les bonnes questions à se poser et comment on va choisir une école en sachant que voilà, il y a différentes écoles, c'est bien qu'il y ait différentes écoles pour différents objectifs et du coup, il faut que ça corresponde à chacun. Et donc, c'est de ça que je vais parler. Deuxième point, je vais vous expliquer du coup comment fonctionne mon école, en fait, quels sont les piliers de mon école et du coup, qu'est-ce qui va la différencier des autres écoles pour les personnes qui sont intéressées à suivre les formations avec nous. Un troisième, je vais parler de la pédagogie qu'on utilise. En fait, je vais parler aussi de la pédagogie que différentes écoles peuvent utiliser en sens large, pas uniquement des formations en Ayurveda ou en naturopathie, mais en sens large, comment on va choisir comment on va choisir une méthode pédagogique pour une ou autre école. Donc là-dedans, on va parler des formations qui sont en ligne, des formations qui sont en présentiel, et puis comment on va fonctionner avec une et une autre. Donc, je parlerai de façon générale, puis je vous parlerai de comment je fonctionne moi dans mes formations.
Après, on va parler de comment choisir la formation. Donc, au départ, c'était comment choisir l'école. Après, c'est comment choisir la formation parce que différentes écoles proposent différentes formations, notamment la mienne aussi. On propose différentes formations aujourd'hui. Et après, en lien avec cela, on va parler de par où est-ce qu'on doit commencer et jusqu'à où on doit aller. Donc, il y a des personnes qui m'ont posé cette question-là et c'est comment on va choisir une formation dans le sens où on est sûr d'avoir toutes les clés pour vraiment exercer. Donc, je vais essayer de vous expliquer cette chose-là, enfin, du mon point de vue, parce que du coup, ça va être très personnel. C'est par où on va commencer pour une porte d'entrée pour commencer à exercer ce métier et quand est-ce qu'on aura fini d'étudier, quand est-ce qu'on aura un cursus qui est vraiment complet. Après, on va parler du nombre d'heures, donc le nombre d'heures des formations. Donc là, je vais parler plus des miennes des formations. Donc, vous m'avez posé, il y a eu des personnes qui m'ont posé cette question-là. Comparativement à mes formations, le nombre d'heures, comparativement à d'autres formations. Donc, je vais vous expliquer ça. Et aussi, dans le temps, on m'a demandé combien de temps on doit accorder à la formation par semaine, aux différentes formations par semaine, pour pouvoir la suivre convenablement. Donc, je vais vous parler de ça. Et après, on parlera, voilà, les dernières questions, c'est des choses un peu plus parallèles. Donc, on m'a posé les questions sur les livres. Est-ce qu'il faudrait lire les livres anciens, les livres de base d'Ayurveda, en fait, les livres qui sont en sanskrit ou pas. Donc, je vous expliquerai ça. On parlera un petit peu des tarifs parce que c'est important aussi quand même. Et pour finir, on m'a posé la question sur quelle est la différence entre la naturopathie et l'Ayurveda. C'est une question un petit peu à part qui n'a pas vraiment un lien avec le webinaire actuel, un lien direct. En fait, c'est vrai que moi, je porte les deux casquettes et j'ai créé une école de naturopathie ayurvédique. Donc, dans mes formations, j'inclus les deux. Et du coup, à la fin du webinaire, je vous expliquerai un petit peu les différences. Mais voilà, vous avez déjà des contenus sur ça sur ma chaîne YouTube que vous pourrez regarder tranquillement. Je vais juste survoler. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Marilyn qui a fait la formation. Donc, juste pour vous situer, elle a fait partie de la première promo de la formation de nutrition qui a fini. Non. En fait, même si c'est un peu cher, bah, tant pis, tu nous dis. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Ouais, ça va, c'est fini. Donc, Marilyn, elle a fait la formation de nutrition donc, de mars à fin juin de cette année avec succès. Et là, elle s'est inscrite en formation d'hygiène de vie et de psychologie. Donc, du coup, peut-être qu'elle va pouvoir vous témoigner un petit peu comment ça se passe, la formation, la pédagogie, les groupes, les études de cas et tout ça. Donc, je te laisse dire ce que te vient dans le cœur. Alors, bonjour à toutes. J'espère que je ne vais pas être coupée parce que je viens d'être déconnectée. J'ai des petits problèmes de réseau a priori, donc je croise les doigts. Je vais faire le plus vite possible. Moi, ce que je retiens de la formation, c'est vraiment déjà une aventure humaine parce qu'on a la chance de pouvoir travailler en groupe. Donc, même si la formation se passe en distanciel et que ça peut faire peur à certaines personnes, moi, je n'ai vu que du positif parce qu'il y a ce travail en groupe qui est très riche. Les études de cas sont vraiment très, très apprenantes. En fait, ça permet de mettre en pratique ce qu'on apprend, en fait, ce que Rita nous transmet. Donc, le contenu est très, très riche. Donc, on a les vidéos qu'on peut revoir, ce qui n'est pas le cas des cours en présentiel. On a donc les PDF voilà, qu'on peut relire, revenir dessus. Il y a l'évaluation des quiz qui nous permet justement de valider chaque module. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de voir à peu près où on en est. Et si on n'a pas vraiment assimilé le module, on ne peut pas passer au module suivant. Donc ça, je trouve que, moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Quoi dire d'autre? Rita
se rend très disponible. Dès qu'on a une question, voilà, on peut la contacter, la réponse est immédiate. Moi, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai appris. Aujourd'hui, je débute mon activité. Je peux dire que j'ai confiance en moi. Évidemment, je manque encore d'observation et d'expérience, mais j'estime que j'ai vraiment un bon socle, une bonne base de travail. Je trouve qu'elle a su vraiment nous transmettre une lignée, quelque chose à suivre pour qu'en débutant, on ne se disperse pas et qu'on soit efficace tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines formations. Voilà. Donc, moi, c'est Rita, en fait, hein, c'est le personnage qui m'a vraiment, on va dire, engagée dans la formation. Je la suivais sur YouTube. Je précise que j'avais vraiment aucune notion d'Ayurveda. Je suivais ses conseils pour moi. J'étais formée, en fait, à la nutrition moderne et je trouvais que l'Ayurveda apportait quelque chose en plus. Et c'est quand elle a lancé donc la formation, voilà, je me suis pas posé la question, j'ai écouté mon cœur, j'y suis allée et je regrette pas du tout. La preuve, c'est que je suis embarquée là dans 2 prochaines formations et j'en suis vraiment très contente. Donc, je vous encourage à suivre cette école qui est vraiment très bien, je trouve qu'elle transmet avec le cœur, elle est authentique. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Merci Marilyn. Du coup, on peut profiter. Alors, Marilyn, elle est installée depuis juillet. Alors, il y a eu un petit bug avec mon local. Donc, en fait, je suis installée que depuis 15 jours. C'est vraiment tout récent. D'accord. Mais voilà, ça y est, je suis dans mon local et ça se passe très bien. Et donc, si tu veux juste dire ce que tu proposes, parce que tu ne proposes pas que de l'Ayurveda, en fait. Comme ça, si... Alors, oui, alors moi, j'ai fait le cursus pour être conseillère en fleurs de bac. Donc là, il y a 3 niveaux, donc j'ai eu mon 3e niveau. Et donc, je conseille, je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de bac, hein, mais ce sont des petits élixirs, voilà, élaborés par le docteur Bach qui aident en fait à équilibrer les émotions, voilà, voilà, équilibrer les émotions, les choses qu'on vit mal ou dans le quotidien. Voilà. Voilà. Et du coup, juste pour finir, si vous cherchez ce type de suivi avec des fleurs de bac pour le côté émotionnel, je vous conseille vraiment de consulter Marilyn. Moi, je la connais aussi parce elle est venue en consultation aussi avec moi. Et fleurs de bac, en fait, des fois, on peut faire un cursus de un week-end et on peut faire voilà, 3 niveaux comme elle a fait. Donc, je conseille vraiment de consulter. C'est une personne très compétente dans le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à toi, Rita. Je vous mettrai après par mail, je vous mettrai ses coordonnées si jamais vous voulez la contacter. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais enlever l'épingle. Alors, je suis désolée parce que je ne suis pas douée avec tous ces trucs-là. Alors, supprimer l'épingle. C'est bon. Alors, du coup, je vais partir sur notre petit programme. Je vais essayer de faire relativement vite pour que déjà qu'on a commencé avec un petit peu de retard, que ça ne soit pas trop lourd, trop long. Mais si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez revenir vers moi et me poser des questions à la fin. Donc, la première chose, c'est comment on va choisir son école en Ayurveda. C'est qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a différentes lignées. Okay. En médecine chinoise, c'est pareil. En naturopathie, c'est pareil. En fait, il y a différentes lignées, il y a différentes façons d'exercer un métier. OK. Et du coup, ça, c'est la première chose. C'est quelle est la lignée qu'on veut suivre. OK. Maintenant, quand on débute, quand on ne connaît rien de l'Ayurveda, on a juste une idée de qu'est-ce que c'est l'Ayurveda. Pour nous parler de lignée, c'est vraiment pas clair. Donc, du coup, là où vous pouvez vous accrocher, c'est au personnage, un peu comme elle disait, Marilyn. C'est-à-dire que, excusez-moi, je vais peut-être essayer d'allumer la lumière, parce que, juste une seconde. Papiche, est-ce qu'il y a une lumière ici de mon côté? Bien sûr. Tu pourrais, merci.
Je suis désolée. Je suis chez mon beau-père. Ah, voilà, il m'a éclairé parce que l'Internet, elle ne marchait plus du tout. Voilà. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous accrocher au personnage, donc à la personne qui tient l'école, ok? Ça, c'est vrai pour mon école, mais c'est vrai pour les autres écoles, ok? Euh, donc, la personne qui va tenir, donc il y a des écoles qui ont un enseignant, il y a des écoles qui ont plusieurs enseignants, mais il y a une personne qui tient l'école. OK? Et du coup, c'est essayer de rentrer un petit peu dans l'univers de ce personnage-là et de voir si ça vous parle ou pas. OK? Moi, quand j'ai commencé mes études, je viens d'un cursus d'infirmière, donc c'est un DU, je l'ai fait au Portugal, etc. Mais quand j'ai voulu faire ces thérapies un peu parallèles, d'abord, j'ai commencé par la naturopathie. Alors, je suis partie sur la première école que j'étais tombée parce que j'avais aimé euh, le site internet. Mais par la suite, toutes les autres formations que j'ai faites, j'ai toujours choisi l'enseignant. Parce qu'en fait, l'enseignant, il va transmettre de la façon, euh, il va transmettre d'une façon qui va nous parler. Donc, il y a des personnes qui sont plus rigoureuses, il y a des personnes qui sont moins rigoureuses, il y a des personnes qui sont très ouvertes, il y a des personnes qui sont plus fermées. Il n'y a rien de bien ou de mal là-dessus. Il faut que ça nous parle. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est un peu subjectif, mais c'est comme ça que moi, j'ai choisi toutes mes formations. Et depuis que je fais comme ça, je ne regrette pas, même si les enseignants, ils sont humains. Donc, on voit leurs défauts. Et donc, il y a des enseignants que j'ai encore aujourd'hui, je continue à me former, que des fois, ils m'énervent et je ne comprends pas comment ils font une chose comme ci ou comme ça. Mais en tout cas, dans le global, je suis très contente de la formation. Et c'est ça le plus important. Okay. Donc ça, c'est comment choisir l'école déjà. Okay. Après, du coup, deuxième point. Là, c'est plus sur mon école. En fait, comme je vous disais, il y a différentes lignées. Moi, mon école, quand je l'ai créée, j'ai décidé que j'allais m'appuyer sur 3 bases. Et ces 3 bases je les ai créées basées sur mon expérience en tant qu'élève. Donc, la première chose, c'est qu'on s'appuie sur les textes ayurvédiques. Okay, donc ça, c'est la lignée, c'est la branche que j'ai prise. C'est pas les premières formations en Ayurveda que j'ai eues, c'était pas ça. Mais c'est depuis que je suis dans cette branche-là que je m'épanouis le plus et que je comprends de mieux en mieux l'Ayurveda. Donc, on s'appuie beaucoup sur les textes ayurvédiques. Ce sont des sources sérieuses et ce sont des sources millénaires. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus. C'est des choses qu'on aborde dans les formations, mais c'est des choses qui sont un peu sûres et on apprend des choses qui sont un peu éternelles de l'être humain. Le deuxième pilier de mon école, c'est en fait cet côté qui vient plus de la naturopathie, c'est-à-dire les recherches scientifiques, l'adaptation à modernité, l'adaptation à notre mode de vie à nous. Parce que, en fait, en Ayurveda, donc il y a des choses qui sont immuables, il y a des choses qu'on peut interpréter en fonction de la culture. Et l'Ayurveda, il s'est développé beaucoup en Inde. Et du coup, il y a beaucoup cette chose il y a beaucoup de personnes qui pensent que manger ayurvédique, c'est manger indien. Et ça n'a rien à voir, en fait. Une chose, c'est nourriture indienne, une chose, c'est nourriture ayurvédique. Le pays numéro 1 avec de la diabète, qui a le plus de diabète au monde, c'est l'Inde. Et pourtant, on sait que c'est une maladie causée en priorité par le sucre, et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui va être recommandé par l'Ayurveda. Donc, la façon de s'alimenter indien et la façon de s'alimenter ayurvédique, c'est différent. C'est juste que les plats ayurvédiques, ils peuvent être utilisés avec les aliments qui poussent en Inde et la culture qui est en Inde, ou on peut les approprier, ces principes-là, et les utiliser à la nôtre. Okay. Donc, il y a cette adaptation. Il y a l'adaptation donc à la culture, aux aliments, à la façon de voir les choses qui est la nôtre, qui est propre à la nôtre. Et ça se voit surtout en tout ce qui est psychologie, parce que les Indiens, ils ont déjà une façon de voir la vie qui est propre et qui va avec l'Ayurveda, parce que c'est leur éducation. Et nous, on est un peu les enfants de la psychanalyse, du platonisme, ou le mental, en fait, tout ce qui se passe dans le mental, c'est pas vrai, et tout ça. Donc, en fait, on doit réapprendre beaucoup de choses
alors que pour les Indiens, c'est un petit peu plus facile. Donc, pour enseigner l'Ayurveda dans tout son univers, il faut comprendre d'où on part. Et donc, ça fait partie aussi de cette adaptation. Et donc, les recherches scientifiques qu'on a aujourd'hui, de la modernité, qui nous permettent parfois de prouver un petit peu ce qu'ils disaient les textes et de les voir autrement. Parce que la façon dont on réfléchit, nous, en Occident, elle est différente. Donc, parfois, il ne suffit pas pour nous de comprendre les choses par Vata, Pitta et Kapha. Donc, des fois, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau organique, au niveau moléculaire. Donc, c'est possible de faire ce parallèle. Parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible, mais quand c'est possible, je le fais. Donc, ça, c'est le deuxième pilier, okay, cette adaptation. Et le troisième pilier, c'est que je fais toujours en sorte que mes formations soient très pratiques. Que ce soit les petites formations, que ce soit les plus longues, l'idée, c'est que ça soit très pratique pour qu'à la fin de la formation, on se sente prêt à exercer. Et ça vient de mon expérience en tant qu'élève, parce que j'ai pu faire plusieurs formations, autant en naturo qu'en Ayurveda, qui sont super intéressantes, mais à la fin, on dit, qu'est-ce qu'on fait en fait avec tout ça? Et on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment mener une consultation, et on est perdu. Du coup, ça a été super intéressant, mais en pratique, ça ne servait pas. Donc là, j'essaye vraiment, je construis des formations de façon à qu'à la fin, on dise, OK, demain, je m'installe et je vais faire ça, ça et ça. Donc, on a une méthodologie. Et je vous enseigne une méthodologie, en fait, dans les formations. La troisième chose donc, à voir aujourd'hui, ce soir, c'est donc la pédagogie. Donc, de façon générale, donc on peut avoir des formations en présentiel et des formations en ligne. Là, actuellement, je propose que des formations en ligne. Normalement, l'année prochaine, il y a des formations mixtes qui vont commencer, donc avec du en ligne et du en présentiel. Mais pour l'instant, on n'est que dans les formations qui sont en ligne. Et dans les formations en ligne, vous allez retrouver les formations que vous suivez à votre rythme, que c'est un peu comme un Netflix, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en fait, on a les accès à vie et on a ces méthodes, donc on suit les cursus et on n'a pas de suivi pédagogique, enfin, on n'a pas de suivi avec un professeur derrière, donc on ne peut pas poser de questions, etc. Et puis, on a des formations en ligne qui ont un suivi avec un prof. Et dans ces formations qui ont un suivi avec un prof, donc, il y en a que vous suivez à votre rythme et que quand vous posez les questions, le prof est là disponible par email ou par visio. Il y en a beaucoup qui se font maintenant comme ça, en formation de nutrition par le CPF, etc. Et il y a les formations où vous suivez un groupe, donc vous avez un groupe et vous avez des échanges en direct. Okay. Donc, il y a des formations qui sont tout avec des lives, il y a des formations qui sont avec des cours préenregistrés avec des lives, donc ça change beaucoup. Okay. Les deux, ils ont des avantages et des inconvénients. Okay. Donc, présentiel, c'est super, on a l'énergie du moment, etc. Par contre, on a les déplacements, on a beaucoup et on a des dépenses en plus parce que des fois, on doit s'héberger, etc. Et puis, le rythme, il est plus lent, si on peut dire comme ça. C'est plus de nombre d'heures pour moins de contenu. Dans des formations en ligne, on a ce côté où on est un petit peu seul chez soi et que du coup, ça peut être un peu plus difficile de suivre, d'être motivé. À la maison, on a cette tendance c'est inconscient, mais les neurosciences, elles l'ont montré, quand on est à la maison à faire une formation en ligne, dans notre inconscient, en fait, c'est presque comme si ce n'est pas sérieux. Donc, du coup, on a notre téléphone, on va mettre une machine à laver, etc. Donc, ça, c'est un bon inconvénient de la formation en ligne. Voilà, donc les deux, ils ont des avantages et des inconvénients. Après, en formation en ligne, voilà, c'est beaucoup plus facile à faire. En général, c'est beaucoup moins cher aussi. Voilà, il y a tous ces avantages aussi. Donc, comment ça fonctionne les miennes de formation? Là, actuellement, vous avez 3 formations qui débutent la rentrée. Et les 3, elles ont des méthodologies pédagogiques différentes
parce que c'est en fonction de la thématique qui est utilisée. Donc, la formation de nutrition et la formation d'hygiène de vie, en fait, on est plus dans le corps. Vous expliquez la différence entre les trois. La nutrition, on apprend vraiment toutes les bases de l'Ayurveda. On va revoir l'anatomie physiologie ayurvédique pour la comprendre. Et après, on rentre vraiment en détail dans la nutrition et on va très en profondeur dans la nutrition ayurvédique. Et du coup, on est vraiment dans le corps et on est en train il faut faire des liens tout le temps. Donc, c'est une formation courte, elle dure 4 mois et elle est assez dense parce que c'est chaque semaine, vous avez des cours préenregistrés et à la fin de chaque module, vous avez des lives avec moi. Alors, moi, mon opinion personnelle, mais c'est personnel, c'est qu'une formation qui n'a pas un suivi avec un professeur, ça ne peut pas bien vous préparer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de personnel. J'ai l'impression que ce n'est pas sérieux parce que du coup, ce sont des thématiques qui nous interpellent beaucoup et on est dans la santé des gens. Donc, forcément, on va avoir des questions. Et si on n'a personne en face qui nous répond à ces questions, on reste sur ces questionnements et du coup, qu'est-ce qu'on va faire en cabinet? Donc, pour moi, vraiment, ça ne peut pas passer. J'ai des méthodes, par exemple, qui ne s'appellent pas formation, ce sont des méthodes pour les personnes qui veulent améliorer leur santé. Donc, elles suivent les choses comme ça et il n'y a pas d'accompagnement. Mais ce n'est pas une formation pour exercer. C'est ça la différence. Donc là, dans mes formations, il y aura toujours des moments en présentiel. Donc, dans la formation de nutrition, vous avez chaque semaine donc, ces cours préenregistrés. À la fin de chaque module, il y a un quiz pour tester vos connaissances. Et comme elle disait, Marilyn, si vous n'avez pas les 70% de réussite, vous ne pouvez pas passer à la suite. L'idée, ce n'est pas de vous bloquer. L'évaluation, ce n'est pas quelque chose qui, selon ma compréhension des choses, ce n'est pas quelque chose qui doit être là pour vous stresser, pour vous bloquer. C'est quelque chose qui est là vraiment pour que vous puissiez vous tester déjà vous-même avant tout. Donc, mon idée, ce n'est pas de dire, OK, vous n'avez pas eu tant de pourcents dans votre quiz, donc vous avez échoué. Mon objectif, c'est des quiz que petit à petit, vous font de plus en plus réfléchir. Et en fait, pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut que vous réfléchissiez vraiment et que vous arrivez par vous-même à vos questions. Moi, de mon côté, je vais voir combien de fois vous avez échoué à chaque quiz. Et je le prends en note, bien sûr. Mais l'idée, ce n'est pas de vous bloquer. Donc, vous avez toujours la possibilité de continuer pour ensuite progresser. Par contre, si les premiers acquis, la première partie de l'information, elle n'est pas acquise, vous ne pouvez pas progresser. Parce qu'il y a une méthodologie. Si vous n'avez pas compris la première partie, vous ne pouvez pas comprendre la deuxième. Donc, voilà. À chaque fin de module, il y a un quiz. Et après, il y a une question-réponse. Bon, parfois, j'ai des élèves qui essayent de me poser les questions qui sont dans le quiz et je ne réponds pas. Parce que celle-là, c'est pour que vous réfléchissez et vous avez toutes les clés dans les contenus pour ça. Il se peut que ça soit vraiment compliqué. Là, les gens m'envoient des emails et bien sûr que j'aide. Mais du coup, l'idée, c'est que vous arrivez à faire cette réflexion par vous-même. Donc, après, il y a les lives. Et les lives, normalement, sont très riches. Donc, j'ai augmenté le temps de live pour cette formation parce qu'il y a en général beaucoup de questions. Et du coup, c'est intéressant parce que il y a des échanges là-dessus. Voilà, donc ça, et après, et tout au long de la formation, vous menez une étude de cas. Donc, à chaque leçon, le module 0, c'est un module d'introduction, en fait, le programme, qu'est-ce qu'on va voir, etc. À partir du module 1, on commence avec le contenu. Et dès le module 1, vous avez des exercices pratiques. Des exercices pratiques, que c'est pour vous, pour que vous appliquiez l'Ayurveda sur votre vie. Ce n'est pas évalué, ce n'est pas évaluable. Et donc, si vous ne le faites pas, en fait, c'est pour vous, en fait, c'est quelque chose qui est là en plus pour vous. Mais que je ne peux pas évaluer parce que c'est votre vie en fait. Et deuxième type d'exercice, c'est à chaque leçon, vous avez des exercices pour mener votre étude de cas. Donc, au début de la formation, vous choisissez un sujet d'étude de cas, une personne
que vous suivez tout au long de la formation et à la fin de la formation, vous rendez une étude de cas à l'écrit et à l'oral. OK? Donc voilà, pour la pédagogie de la formation nutrition. Vous êtes placé aussi par groupe de 5. Les groupes de 5, c'est pas pour rien que c'est 5. Pareil, les neurosciences ont fait des études qui montrent que 5, c'est un bon chiffre pour faire des travaux de collaboration parce que ça permet que cette personne qui est trop bavarde, en fait, comme il y a peu de personnes, elle va laisser plus la place aux autres de parler. Et cette personne qui est trop timide, vu qu'il n'y en a pas trop de personnes, elle va se sentir en liberté pour parler. Donc, le groupe de 5, il y a plusieurs objectifs. Un objectif, c'est de créer une interaction et un soutien qui n'existe pas dans les formations en ligne par rapport à des formations en présentiel. Donc, c'est de créer ce soutien, de créer ce travail de groupe. Et l'idée, c'est de créer des cohésions entre les personnes, non seulement tout au long de la formation, mais après. Moi, je pense beaucoup après la formation. Parce qu'après la formation, vous allez être en cabinet, vous allez recevoir des personnes qui ont des problèmes, qui ont besoin de vous. Et vous êtes tout seul. Et du coup, c'est bien d'avoir créé des liens avec des personnes avec qui vous êtes à l'aise pour discuter de vos études de cas. Et en naturopathie, en ayurveda et les thérapeutes en général, une fois qu'ils sont installés, ils ont tendance à se fermer dans leur bulle par peur de la concurrence ou des choses comme ça. Et donc, moi, je lutte beaucoup contre ça. J'essaie de lutter contre ça. Donc, pour que les élèves ils soient unis, ça crée vraiment une cohésion parce que chacun il va avoir sa chose à apporter. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette cohésion pour créer des liens pour la suite. L'idée des études des groupes de 5, c'est aussi de faire l'étude de cas ensemble, sauf pour les personnes qui ne veulent pas. Et le fait de faire une étude de cas ensemble, ça nous permet d'avoir beaucoup d'échanges. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais ça permet d'avoir beaucoup d'échanges avec les collègues et de ne pas se fermer sur son idée. Et ça, c'est super important en Ayurveda, d'avoir une idée large sur les choses. Et donc, ça arrivait à plusieurs personnes. Par exemple, Marilyn, elle m'a fait part que voilà, l'étude du cas n'a pas été menée comme elle l'aurait fait, mais qu'elle était très contente de l'avoir fait comme ça parce qu'elle a vu d'autres points de vue. Et donc, ça, c'est important aussi. Autre finalité des groupes de 5, c'est de créer une méthodologie de travail. C'est-à-dire que dans les 5, chacun, il a un rôle. Je vous dirai dans l'information quels sont les rôles de chacun. Chacun, il a un rôle. Et ça vous donne une méthodologie de travail qui est très précieuse pour votre vie professionnelle par la suite. OK? Donc, je vous ai expliqué à peu près la pédagogie utilisée pour la nutrition. Donc, cours préenregistré, cours en live à la fin de chaque module. On est beaucoup dans le corps, donc beaucoup de faire des liaisons et de comprendre et de développer une capacité à réfléchir. Formation d'hygiène de vie, on est dans le corps et dans le mental. Donc, dans la nutrition, en plus des vidéos, on a un PDF qui fait 200 pages. Et dans la formation d'hygiène de vie, on a beaucoup de contenu aussi, mais du coup, il ne va pas être présenté sous forme de PDF, ça va être sous forme de PowerPoint. Donc, l'idée, c'est de ne pas alourdir la formation. Formation d'hygiène de vie, elle est plus légère. La formation nutrition, elle est plus dense, 4 mois. La formation d'hygiène de vie, elle est un peu plus légère, 3 mois, mais beaucoup de contenu. On est dans le corps et dans l'esprit, dans le corps et dans le mental. Donc, on est quand même en train de faire des liens. Et du coup, la méthode pédagogique, c'est la même. Cours préenregistré chaque semaine, donc assez intensif. Et à la fin, vous avez les lives, les quiz et à la fin, l'étude de cas que pareil, vous menez avec les groupes de 5. Troisième formation, la psychologie ayurvédique. Là, la méthode pédagogique, elle change complètement. Donc, déjà, elle est plus courte, c'est 2 mois. Et ça dure à peu près 2 mois. Et c'est pratiquement que des cours en live. Il y a un petit peu de cours préenregistrés au début. C'est pratiquement que des cours en live. Et ils sont espacés de 2-3 semaines. OK?
pareil, vous êtes placé avec des groupes de 5 et vous avez une étude de cas à rendre à la fin. Pourquoi elle est comme ça? Parce qu'en fait, la psychologie ayurvédique, ça nous bouleverse beaucoup à titre personnel déjà. On a besoin de déconstruire beaucoup de choses par rapport à notre culture. Et du coup, ça prend du temps de digestion mentale. Et dans la formation de psychologie, on est dans le mental et dans l'âme, en fait. Ce qu'on appelle l'esprit, c'est l'âme. Et l'âme, en Ayurveda, c'est ce que nous sommes vraiment. Donc, il y a toute une partie de théorie de comprendre qui nous sommes, en fait. Faire vraiment cette distinction entre qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est le mental, qu'est-ce que c'est l'esprit. Et puis, il y a une deuxième partie de la formation qu'on est beaucoup dans les exercices. Pareil, pour toutes les formations, à chaque leçon, vous avez des exercices à faire pour vous et des exercices à faire pour l'étude de cas. Pour chaque formation, vous menez l'étude de cas du début à la fin et vous présentez l'étude de cas à la fin. Les trois ensemble, ça équivaut à une première année de formation en Ayurveda. Okay? Ce que font la plupart des autres écoles quand elles vous proposent une première année. Et en termes de contenu, c'est ce qui est dans les trois ensemble. Donc, j'ai des personnes qui sont inscrites aux trois. Pour le faire, il faut avoir le temps. Il faut vraiment avoir le temps pour se dédier. Donc, voilà un petit peu pour la pédagogie. Après, le point d'après, c'est quelle formation choisir. Donc là, du coup, je viens de vous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre les trois formations que je propose. Maintenant, quand vous regardez d'autres formations, il faut toujours vous poser la question sur quels sont les objectifs, en fait. Quels sont les objectifs de chaque formation? Qu'est-ce que vous cherchez? La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Et une fois que vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, ça sera plus facile de répondre à la question quelle est la formation? Okay? Parce que ce n'est pas pareil que si je suis, par exemple, comme Marilyn, spécialisée en fleurs de bac et que je veux avoir l'Ayurveda, en plus, je vais choisir une formation. Si je n'ai pas de formation de base et que je veux faire l'Ayurveda et je suis sûre que c'est l'Ayurveda, je vais faire une autre formation. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Ok, donc par exemple pour ce cas de figure, pour mes formations à moi, si on veut avoir un complément d'une activité qu'on exerce déjà, je conseille toujours de commencer par la nutrition, mais tout dépend parce que la nutrition c'est celle qui va reprendre toutes les bases, c'est celle qui va nous donner un panorama un peu plus large de ce qu'il y a à l'Ayurveda. Elles sont indépendantes, donc c'est possible de faire juste la formation d'hygiène de vie, juste la formation de psychologie, mais quand on n'a pas de notion de base en Ayurveda, je conseille vraiment de commencer par celle-là, la nutrition. Même si, par exemple, j'ai une personne qui a des notions très simples en Ayurveda, mais qui est déjà psychothérapeute, et qu'elle, elle cherche vraiment à avoir la formation en psychologie. Et c'est autre chose. Donc, ça, c'est autre chose. C'est vraiment dans son parcours, il y a une logique derrière. Donc, puis c'est quelqu'un qui a aussi des formations en yoga, etc. Donc, en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire? Où j'en suis aujourd'hui de ma pratique? Qu'est-ce que je connais? Et vers où je veux aller? Si on est de base, qu'on ne sait pas, on n'a pas de base en Ayurveda et qu'on veut vraiment exercer ce métier, si vous voulez vous former avec moi, aujourd'hui, maintenant, je vous conseille de faire les trois en même temps. Voilà, donc j'ai plusieurs personnes qui l'ont fait. C'est possible de le faire. Il faut avoir le temps. Voilà, il faut avoir le budget, bien sûr, mais il faut avoir le temps. Okay, pour se dédier, parce que si on fait une formation, c'est pour la réussir, pour que les contenus soient intégrés. Je regarde mes notes. Donc après, la question par où commencer, par quelle formation commencer et quand est-ce que ça va se finir. Donc, la question qu'on m'a posée par mail, c'est comment est-ce que je sais que la formation elle est vraiment complète en fait. Donc, vous ne le saurez jamais parce que en fait, moi j'étudie depuis des années et je n'ai pas fini d'étudier. Là, cette année, j'ai entamé une formation de 10 ans. Pour vous donner une petite notion, je suis à la première année
Et donc, je suis en train de réapprendre les bases, donc des choses que je connais déjà, que j'enseigne déjà en plus. Et c'est toujours nouveau, en fait, on apprend toujours quelque chose. Donc, on est dans des métiers où on apprend toujours. Donc, si on se pose la question, quand est-ce que ça sera fini? Ma réponse, la réponse de Rita, c'est que ça ne sera jamais fini, parce que c'est des métiers où ça finit jamais. Si on est passionné, il y a toujours des choses à apprendre. Mais quel est le minimum qu'il nous faut? Moi, je dirais que dans mes formations, le minimum qu'il faut, c'est la nutrition. Et avec la formation nutrition, on arrive à la fin s'installer et conseiller les personnes avec des clés concrètes. On a une méthodologie et on arrive à la fin à dire, OK, j'ouvre mon cabinet. Quand je reçois une personne, je sais quelles sont les tâches que je dois faire. Il y a une méthodologie à suivre, une recueil de données, on sait faire une anamnèse, on sait aller jusqu'au résultat et aux conclusions et aux conseils. Avec la formation nutrition, on aura les outils qu'en nutrition. Donc, si on fait les trois, par exemple, on aura des outils en nutrition, en hygiène de vie, en psychologie. Donc, on pourra conseiller plus de choses. Mais si on fait juste la formation de nutrition, on aura les outils en nutrition. OK. Et après, ça finit pas parce que vous avez les plantes, après vous avez la micronutrition, après vous avez par exemple les fleurs de bac, comme elle a fait le Marilyn. Donc après, ça finit jamais. OK? Donc, plus de formation vous faites, plus d'outils vous allez recueillir. OK? Donc, par où commencer? Si c'est avec mes formations, c'est la nutrition. L'autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que bon, si il y a d'autres formations qui sont plus complètes, pourquoi faire celle-là? Là, c'est parce que vous avez choisi moi, en fait. Pourquoi faire la formation de Rita sur nutrition et pas la formation des X écoles qui a tel programme qui ressemble un peu, etc. Ça, c'est parce que vous avez choisi moi, en fait. Et c'est votre choix. OK? L'idée, c'est de commencer par un commencement. Il y a toujours un commencement. Quand est-ce que ça sera fini? Alors, comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour se sentir prêt? Moi, je pense qu'avec la formation de nutrition, vous vous sentirez prêt. OK? La question, c'est vers où vous voulez aller après. Donc, par exemple, Marilyn, à la fin, on s'est posé, parce qu'on a fait un live supplémentaire avec sa promo, pour les personnes qui voulaient s'installer. Et donc, elle voulait, elle est plus dans les émotions. Donc, elle était plus intéressée à la formation de psychologie. Après, on a discuté. Et elle a vu que, en fait, oui, je veux faire les deux au final, l'hygiène de vie et la psychologie. Mais ça, on voit dans un deuxième temps, quand elle s'est inscrite pour la nutrition, c'était que la nutrition. Et donc, ça, on voit dans un deuxième temps vers quoi on veut aller, vers quelle école. Il n'y a aucun problème à changer d'école après. Mais il y a un positionnement, c'est-à-dire de base. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Et où est-ce que je songe à une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est pour moi? Donc, il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, si on commence toujours par un début, je peux vous dire que la formation que je vous propose en nutrition est, enfin, je sais, c'est toujours délicat de le dire comme ça, mais je trouve qu'elle est largement supérieure aux 3 premières formations que j'ai fait en Ayurveda. Alors qu'elles étaient plus longues, etc. Mais en fait, il n'y avait pas cette méthodologie. Donc, comment on va choisir? En fait, vous choisissez la personne. C'est toujours pareil. Vous choisissez la personne qui tient l'école. Et il n'y a aucun mal à choisir une école ou une autre école. Il n'y a pas d'ennemis. C'est comme dans les thérapeutes. En fait, il ne faut pas avoir cette chose de se cacher ou quoi. C'est tout ouvert, en fait, et c'est votre choix. En fait, il faut que votre choix il soit clair. Et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir une formation complète. Parce que même quand normalement en septembre prochain, enfin pas là, mais l'année prochaine, je vais lancer la première année de la formation de 3 ans que je prépare avec le stage à l'université en Inde. Mais la première année, on peut faire la première année et pas faire les autres. Et on peut faire les 3 années et au bout de 3 années, on va vouloir continuer à se former. C'est mon cas, par exemple. Donc, c'est jamais fini. Et vous ne saurez jamais quand est-ce que vous avez quelque chose de complet. On apprend toujours.
Voilà, donc je suis désolée, je sais que je ne réponds pas très clairement à cette question. Je ne sais plus qui me l'avait posée, mais la peur, c'était de ne pas avoir quelque chose de fini. Enfin, ce que j'ai interprété, c'était avoir la peur de faire une formation qui, à la fin, ne nous prépare pas. Et donc ça, je peux vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous serez bien préparé. Bien sûr que je suis un peu suspecte pour parler, mais voilà. Alors, après, le nombre d'heures. Donc, on m'a posé la question voilà, sur le nombre d'heures. Donc, alors, moi, j'ai débuté en formation. J'ai créé mon organisme de formation l'année dernière. Et donc, j'essaie de respecter vraiment les normes, les grilles, les trucs. Donc, quand je vous mets qu'il y a tant d'heures, donc, par exemple, la formation de nutrition, j'ai mis 60 heures. C'est 60 heures pile le nombre de vidéos et de cours en live. Donc, dans les 60 heures, il n'y en a pas les échanges en plus, donc il n'y en a pas de travail personnel, il n'y en a rien de tout ça. OK. Je sais qu'il y a d'autres écoles qui le mettent. Moi, je ne l'ai pas mis. OK. Peut-être que je le mettrai dans un deuxième temps parce que voilà, j'apprends encore des choses dans la formation. Mais pour l'instant, j'ai mis que ça. Donc, il faut comparer aussi ce qui est une formation en présentiel, une formation qui est en ligne avec des cours préenregistrés et une formation qui est en ligne qu'en visio. Donc, dans le présentiel, moi, j'ai donné pas mal de cours en présentiel. Le contenu que je donne en 2 heures, c'est le contenu que je donnais en une journée, OK, en présentiel, c'est-à-dire en 7-8 heures. Parce que j'ai un débit de parole, vous avez vu, hein, je parle, je donne beaucoup d'informations et je suis comme ça. Donc, il y a beaucoup de contenu que je donne en 2 heures. Ça, c'est par rapport à une formation présentielle. Donc, déjà 2 heures, ça se transformerait en 8. Et après, dans une formation en visio, c'est à peu près la même chose parce qu'en visio, on a les échanges. Pourquoi est-ce que la formation présentielle, c'est plus lent, entre guillemets? C'est parce que en fait, on a déjà l'arrivée, donc le temps qu'on s'installe, etc., le temps qu'on part, il y a les pauses. Il faut toujours faire des pauses. Et dans les lives, pareil, quand il y a des lives qui sont trop longs, par exemple 3 heures, il faut toujours faire des pauses. Voilà, il y a le temps d'écrire au tableau, il y a le temps des questions, parce que là, on concentre les questions sur les lives, mais les questions en présentiel, elles viennent tout le temps. Donc, on s'arrête, on répond, il y a l'échange. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui fait que déjà là, on a du contenu plus brut. Dans mes formations, en tout cas, ça se passe comme ça. OK. Il y a des avantages et des inconvénients à ça, parce que dans le présentiel, on s'arrête, voilà, on arrête tout le cours pour tout le monde. Dans une formation, quand vous êtes dans un cours préenregistré, c'est à vous de vous dire, OK, là, il faut que je mette pause, il faut que je réécoute, etc. Donc, ça vous demande un peu plus de travail quelque part de votre part. Voilà. Donc, pour le nombre d'heures. Et après, alors, du coup, oui, aussi, je suis allée chercher pour une des formations, parce que je ne peux pas parler des autres écoles que je ne connais pas, mais je peux parler, par exemple, de l'école que j'ai suivie. Une des écoles que j'ai suivies, celle d'Atréa. Par exemple, il vous marque que dans le total, il y a 1064 heures dans la première année. Et en vérité, en temps effectif, j'ai comptabilisé parce que j'ai suivi sa formation, sa première année, c'est 120 heures, 120 heures qui se passent sur un an. Donc, on est dans le même clou, on est dans le même nombre d'heures. C'est juste qu'après, ça se rajoute, je ne sais pas, les travails, je ne maîtrise pas trop ça, comment les autres écoles le présentent, mais au cours, aux échanges, en direct et aux vidéos, ça se rajoute sûrement les travails personnels, les études de cas, la correction des études de cas, et tout ça, je ne l'ai pas mis, moi. OK. L'autre question relativement au temps, c'est combien de temps il faut accorder à la formation. Donc, il faut, pour la nutrition et l'hygiène de vie, il faut environ 2 heures. Il y a 2 heures environ de cours préenregistrés, donc à suivre, qu'il faut compter. À ça, il faut rajouter le temps pour lire le PDF ou pour lire le PDF, ou le PowerPoint, pardon. Et le travail personnel avec tous les exercices, etc. Donc, après, je ne peux pas dire pour chaque personne qu'est-ce que ça implique,
Parce qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo d'une traite, il y a des personnes qui font plein de pauses, qui réécoutent 2 fois. Donc, ça, c'est le travail qui va vous demander à vous. OK? Mais je dirais qu'un minimum de 4 heures par semaine, c'est vraiment un minimum. OK? Et après, pour la formation de psychologie, c'est différent parce qu'on est beaucoup plus dans du travail sur soi. Donc, avec des exercices à faire chaque matin, par exemple 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, de travail sur soi. Et en fait, c'est relativement peu de nombre d'heures dans les lives. Donc, c'est une formation qui, en gros, ne prend pas beaucoup de temps, mais elle prend elle prend pas beaucoup de temps à suivre. Il n'y a pas beaucoup de temps intellectuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas une formation comme on les voit, les formations. C'est une formation plus pour travailler sur soi et pour se rendre compte des choses et digérer toutes ces informations qu'on reçoit à petite dose et qu'on doit donc digérer pour après pouvoir poser des questions aussi aux formateurs. Après, sur les livres, donc on m'a posé aussi la question sur les livres. Est-ce qu'il faudrait lire les textes ayurvédiques pour un complément des formations? Non, il ne faut pas. Moi, je m'appuie sur les textes. À chaque fois que j'utilise un shloka, un verset, je l'explique. Et en fait, j'ai toujours cherché cette lignée des textes jusqu'à la trouver. Et je peux vous dire que j'ai de moi-même lu la Charaka Samhita, qui est le texte de référence, et en fait, j'ai rien compris. Je l'ai lu 2 fois, j'ai lu 2 traditions différentes, et j'ai rien compris. Et en fait, j'ai commencé à comprendre il y a 4 ans environ, quand j'ai trouvé au final un professeur qui enseigne les textes. Et en fait, pour comprendre les textes, il faut vraiment avoir quelqu'un qui a eu cette lignée-là. Et c'est une lignée qui est très rare, même en Inde. Ce n'est pas une lignée qui est enseignée à l'université en Inde. Donc, c'est pas évident de comprendre les textes parce qu'il y a vraiment cette façon de lire entre les lignes, etc. Mais si vous vous êtes intéressé à cette lecture-là, à cette interprétation-là, moi, je traduis le travail de mon professeur depuis 3 ans à peu près, et c'est tout gratuit sur YouTube, sur la playlist Ashtanga Hridayam. Donc, vous pouvez le suivre. Donc, il y a une vidéo de cours chaque semaine. C'est une formation pour les avancés en général parce que voilà, il faut être accroché. Vous n'avez pas de diplôme à la fin. Par contre, ça ne coûte rien. Vous le suivez sur Internet. On le fait avec tout le cœur, mais c'est vraiment pour les passionnés. Voilà. Donc, non, pas besoin de lire des livres. Et s'il y a parfois des personnes qui me posent aussi la question sur quels sont les autres ouvrages qu'il faudrait lire, moi, je dis en général, il faut commencer déjà par faire une première formation, avoir des bases bien solides, avant de commencer à aller regarder d'autres ouvrages. Parce que justement, on a différentes lignées, on a différentes interprétations. Et du coup, ça peut nous confondre si on est encore un étudiant de base. OK? Maintenant, moi, j'ai compris, par exemple, quelle est la lignée des textes, quel est le courant de Vasantlat, quel est le courant d'Atreya Schmidt, qui est un de mes professeurs aussi, qui est un peu différent aussi, quels sont les différents courants, et j'arrive à voir les différences sans me dire, oui, c'est complètement opposé, et sans me dire, tiens, celui-là, il est correct, l'autre, il est incorrect. Voilà, mais il faut avoir un certain recul pour le faire. Et du coup, je ne vous conseille pas dès le départ de commencer à regarder plein d'ouvrages. Les tarifs, voilà, les tarifs c'est important aussi de parler de ça. Vous m'avez demandé ça aussi par mail. Alors là, je débute encore une fois dans les formations. Donc, ça fait un an, depuis mars que j'ai commencé les formations. Et en fait, mes tarifs, ils sont très bas par rapport à ma concurrence, si on peut dire comme ça. Donc, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Donc, aujourd'hui, les 3 formations, parce que pour comparer, il faut avoir un degré de comparaison, c'est les 3 formations dont je vous ai parlé là qui correspondent à une première année. Les 3 ensemble, elles font 2000 et quelques euros, 2120. Alors que les écoles en général, de ce que j'ai vu, elles proposent ça à 4000, 4500. Donc, du coup, moi, l'année prochaine, je vais changer mes tarifs, surtout pour une question de que ça ne fait pas sérieux. Parce que j'ai eu des personnes au téléphone qui avaient l'impression que justement, les formations n'étaient pas sérieuses parce qu'elles n'étaient pas assez chères.
Et donc ça, je ne veux pas. Parce que d'un côté, et d'autre côté aussi, ce qui ne m'est pas arrivé pour la première promo, pour là, j'ai eu des personnes au téléphone qui comparaient mes formations avec ces formations qui sont un peu du style Netflix, donc des formations qu'on fait sans accompagnement, etc. Et du coup, ça je ne supporte pas. Je suis désolée, je suis humaine, j'ai mes limites. Et mes formations sont beaucoup, beaucoup meilleures que ça, donc je ne veux pas être comparée à ça. Donc voilà, en termes de tarifs, là, aujourd'hui, la nutrition et l'hygiène de vie sont à 820 € et la formation de psychologie, elle est à 480. On peut payer en plusieurs fois. Il y a la possibilité des financements des OPCO et du Pôle emploi. Là, c'est juste parce que toutes elles vont commencer. La nutrition, elle commence le 27 août. L'hygiène de vie, elle commence début septembre, je ne sais plus la date exacte. Et la nutrition début octobre, donc et la psychologie, pardon, début octobre. Donc peut-être que pour la psychologie, c'est encore faisable. Pour les deux autres, je ne crois pas trop. Parce que les organismes financeurs, ils prennent toujours un peu de temps. On pose toujours la question sur le CPF. On n'est pas éligible. Ni la naturopathie ni l'ayurveda ne sont éligibles au CPF aujourd'hui. C'est des questions bureaucratiques, si vous voulez. Dans un deuxième temps, je vais me lancer là-dessus, mais c'est pas mon objectif primaire. Mon objectif premier, ça va être de finaliser les 3 ans de formation que j'envisage de faire. Voilà pour les tarifs. Et puis la dernière question, c'était la différence entre naturopathie et ayurveda. Donc, si vous voulez savoir plus sur ça, il y a une vidéo. Alors, sur ma chaîne YouTube, quand vous allez, donc c'est Ayur Natur, quand vous allez sur le PC, sur le téléphone, ça ne marche pas. Mais quand vous allez sur le PC, vous allez une petite loupe à droite qui vous permet de chercher dans la chaîne toutes les vidéos qu'il y a. Donc, vous tapez par exemple naturopathie et vous allez trouver une vidéo qui s'appelle naturopathie versus Ayurveda, quelque chose comme ça. Et donc, j'explique toutes les différences. Dans mes formations, j'unifie les deux. Je vous avais expliqué au début comment. Ma base, c'est l'Ayurveda. J'utilise les concepts en naturopathie avec ce côté... voilà, qu'est-ce que c'est le lait aujourd'hui? Parce que la naturopathie, par exemple, ne va pas dans la plupart des branches. Encore une fois, on a différentes lignées aussi en naturo, mais la plupart va refuser le lait parce qu'il va dire qu'il est inflammatoire. L'Ayurveda adore le lait. Il considère que le lait il est lourd pour la digestion, etc. Donc, le premier problème, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui ont des problèmes digestifs, donc ils ne supportent pas des produits qui sont lourds pour la digestion, comme le lait. Mais le problème du lait aujourd'hui, c'est que ce n'est plus du lait. Parce que le lait qui est décrit dans les textes, c'est un kshil qui a plein de conditions qui ne se retrouvent pas dans le lait qu'on achète aujourd'hui dans le commerce. Là-dessus aussi, j'ai une vidéo bien expliquée sur le sujet sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir plus. Mais voilà, donc j'utilise la naturo de ce côté-là. Mais les deux, ils ont énormément de similitudes parce que ce sont des médecines traditionnelles. L'Ayurveda est considéré par l'OMS comme la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde. La naturopathie est considérée comme la médecine traditionnelle occidentale. Okay? La naturo, elle date de 1900 et quelque chose. C'est un brevet qui a été mis aux États-Unis, alors que la naturopathie, l'Ayurveda, vous savez, les premiers textes datent de 5000 ans. Et on dit que la tradition orale, elle venait d'avant. Mais dans tous les cas, c'est deux médecines qui sont naturelles, qui sont traditionnelles, et du coup, elles vont avoir plein de choses qui sont semblables. Donc, on a cette vision holistique de la personne commande tout. En Ayurveda, c'est très clair, on va le diviser la personne en corps, mental, esprit. C'est une division qui n'existe pas en soi, mais c'est une division pédagogique pour qu'on puisse comprendre les concepts. Et la naturo, elle va moins prendre en compte ce côté esprit, âme, mais va bien prendre en compte ce côté mental. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a ce côté traditionnel, le côté holisme, le côté de la vision sur l'alimentation
que l'alimentation, elle peut devenir une toxine. Donc, on va l'exprimer de façon différente, mais ce principe-là, il existe dans toutes les deux. L'idée de trouver un équilibre. Alors en Ayurveda, on va parler des doshas, de ces énergies. En naturopathie, on est plus dans la molécule. Donc, on va parler des organes, on va essayer de comprendre quels sont les neurotransmetteurs, par exemple, quel va être le minéral qui va manquer à un endroit, etc. Mais du coup, l'idée de base, c'est toujours la même. Il y a ce principe de causalisme dans tous les deux, c'est-à-dire on va toujours chercher la cause. Et c'est vraiment propre aux deux. Après, ce qu'on va avoir comme différence, voilà, en Ayurveda, on a clairement la notion de âme, on ne peut pas la nier. Il y a des courants en Ayurveda plus modernes, même l'université indienne, elle va un petit peu dans ce sens. Elle ne peut pas parce que ça enseigne à partir des textes aussi. Et donc, on ne peut pas les nier complètement. Mais comme ils cherchent à démocratiser, à repeindre un peu l'Ayurveda, ils enlèvent tous ces côtés qui peuvent être gênants. Mais en tout cas, selon les textes, c'est très clair qu'on a une âme, qu'on a des objectifs, que cette âme est venue avec des objectifs, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très clair en Ayurveda, qui n'est pas si clair en naturo, même si on le refuse pas, mais on n'apprend pas non plus. La deuxième différence, je dirais que c'est la physiologie, en fait, la façon de comprendre le corps. Le corps, il est le même, mais la façon de comprendre le corps est différente. Donc, en naturo, on est un peu comme dans l'allopathie. Donc, on va comprendre par système digestif, système squelettique, système musculaire. Et en Ayurveda, ça prend moins de sens. Donc, on va quand même apprendre ces tissus, mais on va apprendre surtout que la physiologie est part de ces fameux trois doshas. Et la façon de comprendre la physiologie est différente. Et du coup, la façon de chercher la cause est différente. On va arriver très souvent aux mêmes conclusions, mais la façon de l'expliquer, c'est différent. Et je dirais que la troisième grande différence, c'est qu'en Ayurveda, on met beaucoup d'accent sur notre feu digestif. Donc, cette histoire des toxines, donc l'alimentation, elle peut devenir une toxine. Pourquoi est-ce qu'une personne, elle va boire du lait et créer une toxine et une autre non? Ça dépend de son feu digestif. Ok, c'est-à-dire, bon, encore une fois, il faut regarder la qualité du lait, mais même un lait qui est de moins bonne qualité, si on a un super feu digestif, on va le digérer, et même si le produit n'est pas bon, ben, on va l'éliminer. En naturopathie, on a cette vision aussi parce qu'on parle d'élimination, etc., mais c'est moins clair. Nous, on met vraiment un accent très, très sérieux sur cet agni, ce feu digestif, et on le voit très en profondeur dans la formation de nutrition. Et du coup, ça change beaucoup de choses dans la compréhension du corps humain, le métabolisme, de la physiologie, la notion d'agni. Moi, j'ai commencé par la naturo et la première grande chose qui m'a fait un grand changement au cabinet, c'était cette notion d'agni. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'Ayurveda, même si en naturo, on l'explique, mais ça ne prend pas une place tellement importante, donc on peut passer à côté. Parce qu'en naturo, on parle d'enzymes, etc. Mais avant de parler d'enzymes et avant de comprendre tous ces processus, on va parler de plein de choses. Et pareil, en naturopathie, on a des morphotypes. Donc, en Ayurveda, on va voir le Vata, Pitta et Kapha. En naturo, on a les morphotypes, mais à la fin, on ne fait pas grand-chose avec ces morphotypes. Donc, je dirais qu'en Ayurveda, il y a tout qui est plus ou moins lié et qu'en naturo, ça dépend de la lignée qu'on suit, justement. Voilà, donc j'ai fini avec tout ce que j'avais prévu de vous dire. Donc, j'ai essayé de répondre à ces questions qu'on m'avait posées par mail. Donc, je vois ici dans le chat qu'il y a déjà des questions. Donc, Marilyn qui nous a dit « Je dois quitter, belle soirée ». Alors, Carole, est-ce qu'il y a encore des places pour la nutrition? Il y a encore des places. Laura, si on souhaite se former à la naturopathie Ayurveda, vous conseillez de commencer par lequel? La question, c'est si on veut se former aux deux. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je ne sais pas par lequel il faut commencer. Moi, j'ai commencé par la naturo parce que c'est ça qui était disponible.
En fait, je venais d'arriver en France et j'étais intéressée par l'iridologie parce que je connaissais quelqu'un qui le faisait et je suis tombée sur une école de naturopathie et je ne me suis pas posé de questions. Je suis allée sans trop savoir sur l'école. Et c'est pour ça que j'ai fait ce parcours-là. Ce n'est pas pour une raison en particulier. Maintenant, en connaissant les deux sont différents. Donc, si on veut faire les deux, c'est quoi que vous cherchez? Vous cherchez à faire... je vois pas que c'est qui parle. Oui, c'est moi, Laura. Laura, je Euh, cherche. Ah, Laura, c'est là. OK. euh, oui, en fait, ça fait un moment que je réfléchis et je m'intéresse aux deux et comment dire, j'ai écouté pas mal de vidéos, aussi bien du coup, principalement les vôtres en Ayurveda et tout ce qui est naturopathie, j'ai lu pas mal de livres par moi-même et ça fait un moment que je me dis que j'aime bien le côté scientifique de la naturopathie parce que moi j'ai quand même une formation en biologie à l'origine, donc ça me plaît. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose vous voyez, au niveau spirituel qu'on ne retrouvera pas dans la naturopathie qui me parle en Ayurveda et qui est très logique quand même, même si c'est pas forcément expliqué de manière scientifique. Donc moi, je m'étais dit qu'effectivement, ce serait pas mal d'avoir cette double aspect. D'ailleurs, dans vos vidéos, c'est ce que j'ai apprécié, que c'est ce double aspect qu'on ne retrouve pas même dans d'autres formatrices en Ayurveda non plus. Voilà. Alors, Oui, Mm. pardon. Non, mais c'est pour ça que en fait, je pensais faire les deux, justement, il y a des écoles de naturopathie qui m'intéressent et je me demande dans quel sens faire les deux. Enfin, voilà. Comment choisir l'école? Comment choisir Ouais, enfin, l'école? dans quel sens Ah, commencer dans par quel le sens naturo ou commencer? l'Ayurveda? Parce que je sais que je veux faire les deux parce que je Alors, pense pas que c'est si vous assez. êtes parti pour faire les deux sérieusement et au fond, c'est toujours pareil, on n'a pas fini. Mais tout dépend de quelle école vous allez choisir. Moi, je dirais que du coup, c'est délicat de répondre à cette question. Là d'où vous venez, vous êtes dans la biologie. Donc, vous êtes dans un côté qui rassure, en fait. Moi, je viens d'un cursus d'infirmière, donc j'arrive à imaginer un petit peu la chose. Et en fait, la naturopathie, ça va être beaucoup plus rassurant parce que c'est beaucoup plus scientifique. On est dans la molécule et on va parler avec des termes qu'on connaît. Ouais. Donc, et en venant de biologie, on comprend déjà bien le corps humain. Donc, ça va être très clair. Si vous commencez par l'Ayurveda, euh, vous allez avoir en fait. Alors, l'avantage de commencer par la naturose, c'est que vous allez plus rassurer. L'inconvénient, c'est que vous allez être encore plus formaté dans cette branche. Et quand vous allez venir dans l'Ayurveda, la déconstruction que vous allez devoir faire, ça va être énorme. Donc, c'est difficile de répondre parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc, là, je pense que pour vous, la naturo, ça va être plus rassurant parce que c'est les mêmes termes, c'est les mêmes choses, vous connaissez déjà. Donc, vous allez voir des choses nouvelles, bien sûr, mais on est dans le même, voilà, une plante, elle va être antihistaminique, voilà, on va comprendre ce qu'elle fait dans le corps. En Ayurveda, c'est rien de tout ça. Déjà, on va déconstruire tout ça, sans parler de la question de l'âme. Encore, on parle encore dans le corps. L'anatomie-physiologie n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Donc, on va pas comprendre le corps de la même façon. Et quand on vient d'un cursus qui est déjà plutôt dans l'allopathie, on a besoin de déconstruire beaucoup. Sans oublier, sans dire que c'était mauvais ce qu'on savait d'avant, mais c'est juste de déconstruire pour pouvoir recevoir une information qui est nouvelle et qui est très différente. Donc, de ce côté-là, si vous commencez par l'Ayurveda, vous allez être déstabilisé. Au départ, et après, vous allez être plus ouverte quelque part. OK? Euh, les deux sont bien, de commencer par une ou de Non, commencer je par vois l'autre. effectivement. Après, moi, même si j'ai jamais fait de formation, j'ai énormément lu, regardé des vidéos à droite à gauche, donc je vois ce que vous voulez dire. Après, je pense pas que ce soit antithétique non plus, mais Que ce soit quoi, pardon? je pense pas que ce soit contradictoire en fait. Enfin, j'ai pas vu de choses contradictoires. Moi, c'est vrai que dans l'Ayurveda, de ce que j'ai pu voir,
même si on ne trouve pas forcément d'explication scientifique, je pense qu'il y a quand même une explication logique à tout, quoi. Oui, non, il y a des Ça explications. ça me rassure, même si ça me rassure, enfin, ce côté rassurant, enfin, c'est pas comme si on partait dans quelque chose de très énergétique, il y a quand même, c'est quand même Oui, il y a des vachement bases de physiologie. C'est quand même scientifique, hein. C'est quand même à la ça. base, l'Ayurveda, c'est basé sur des recherches scientifiques. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus enseigné de façon dogmatique. Bon, par exemple, le cursus à l'université, il n'a pas changé depuis que l'université a été créée, quoi. Donc, ça n'a pas évolué. Mais à la base, c'était pas comme ça, avant que ça soit rédigé. Mais, euh, mais c'est quand même moins rassurant parce que c'est pas notre culture. Il y a des mots en sanskrit. Et quand on croit qu'on a compris que telle chose, ça veut dire le foie, après, on comprend qu'en fait, non. En fait, on parlait, par exemple, on parle de Rakta. Rakta, on se dit, OK, c'est le sang. Donc, on a compris parce qu'on vient d'un cursus en allopathie et que du coup, on sait ce que c'est le sang, le circuit, le fluide. On sait qu'il y a des hématies, toutes ces choses-là. Et après, on se plonge plus dans l'Ayurveda et on se rend compte qu'en fait, non. Rakta, en fait, ça veut dire rouge. Donc, on se dit, par exemple, Atreya Schmidt dit ça, le Rakta, c'est l'hémoglobine. Mais après, on comprend que c'est même pas ça. En fait, dans l'Ayurveda, on comprend les choses par leur fonction et pas par leur structure. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on apprend avec des mots en sanskrit, parce que le mot en lui-même, si on le traduit, on va croire que c'est telle chose qu'on comprend dans notre culture, surtout si on a un cursus comme ça. Et alors que, en fait, c'est ce que cela il fait physiologiquement. Par exemple, il y a un mot que maintenant je ne me rappelle plus le mot en sanskrit, mais qu'on traduit souvent par oreille. Mais en fait, ce mot, c'est pas en fait oreille, c'est toutes les fonctions de l'audition. Donc ça va beaucoup au-delà de l'oreille, ça met le mental, le cerveau, ça met énormément de choses. Donc, quand on comprend l'anatomie physiologie ayurvédique, au départ, on est perdu. Et on est encore plus perdu si on a un cursus comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut une méthodologie comme ça. Les premières formations que j'ai fait en Ayurveda, on ne m'a pas expliqué comme ça. Donc, j'avais la traduction des mots, mais du coup, les choses, elles ne font pas de sens. Je pense que c'est bien. Alors, pourquoi pas, dans votre cas, de commencer par une petite formation en naturo, une petite formation en Ayurveda, et de voir par la suite vers où vous voulez aller. Par exemple, la formation de nutrition, à la base, je l'ai créée pour qu'on puisse, donc si on est dans ce cas-là, commencer par une formation qui est sérieuse et qui nous permet d'exercer, et par la suite savoir vers où on veut aller. Mais en même temps, si on fait déjà autre chose et qu'on veut juste avoir cet abordage de nutrition par l'Ayurveda, que cette formation soit suffisante. Donc moi, je l'ai créée comme ça. Et il y en a sûrement des choses semblables en naturopathie. Il faut éviter, donc ça c'est mon conseil, encore une fois c'est subjectif, mais il faudrait à mon point de vue éviter les formations qui sont courtes et qui ont tout dans leur programme. Parce que ce sont des formations qui vont tout survoler et qui vont être courtes, mais qui vont tout survoler sans rentrer dans le détail dans quoi que ce soit. Et du coup, ça ne donne pas des outils concrets pour exercer. Mais du coup, vu que vous êtes un peu entre les deux, parce que moi, c'est une formation de naturopathie ayurvédique. Donc, j'inclus des choses en naturo. Mais ce n'est pas la même chose que de suivre, c'est quand même de l'ayurveda. Donc, de la naturopathie, l'anatomie physiologie, ce n'est pas la même. On va comprendre les émonctoires, on va comprendre une autre façon. Et c'est utile de connaître les deux. Et j'en parle parfois pour répondre aux questions de mes élèves. J'en parle et je dis, dans la perspective en naturo, c'est comme ça. Donc, je fais le parallèle. Mais mon école, c'est de l'Ayurveda. Mais j'appelle naturopathie ayurvédique parce qu'il y a beaucoup de choses que je prends de la naturo parce que je pense que c'est super intéressant et que c'est actuel et voilà. Mais ma base, c'est l'Ayurveda. Donc, si vous voulez faire les deux, le fait de faire mon école ne suffira pas
à répondre à vous. Donc, peut-être de commencer par une petite formation. Donc, si c'est la mienne, je vous conseille de commencer par la nutrition et de chercher une formation euh, courte mais sérieuse, aussi un naturo, pour après vous donner un tremplin. Ça, hein, parce que bah, autant pour l'Ayurveda, bon, je pense qu'il n'y a pas 30, enfin, moi, je n'en connais pas 36 qui m'intéressent de formation. Autant pour la naturo, il y a pléthore de formations. C'est difficile d'en trouver une qui soit. Moi, j'étais plutôt sur des formations très longues et très coûteuses. Donc, j'avoue aussi que je cherche comme j'ai pas tout. Enfin, voilà, j'ai pas forcément je voulais commencer, mais pas à mon rythme, quoi. C'est un investissement. Le gros investissement, je peux pas le faire maintenant, ça sera peut-être dans plusieurs années. Donc, c'est pour ça aussi que je pose cette question, quoi. Choisissez une personne qui vous parle parce que si un Ayurveda, c'est vrai cette histoire des lignées, en naturopathie, on s'y perd. Parce que les hygiénistes, ils vont dire, j'exagère hein, bien sûr, mais il faut le cru, voilà, ils vont beaucoup être dans la branche du jeûne, etc. Même s'il y a des nuances, et bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, alors qu'il y a d'autres branches qui vont dire non, il faut absolument avoir des produits animaux. Il ne faut pas faire des jeûnes, etc. Donc, et on a vraiment des branches qui sont différentes. Et l'enseignement en soi, la naturopathie, c'est ça qui m'a un peu fait fuir un petit peu, c'est qu'en fait, chacun disait son truc. Alors qu'en Ayurveda, on va avoir différentes lignées, mais la base, c'est la base, quoi. Il y a des choses qui ne changent pas. En naturo, il y a quand même vraiment, on dirait que c'est presque deux courants différents, deux façons de voir des choses différentes. Donc, il faut vraiment choisir l'école, le courant, la personne qui vous parle, en fait, le type de naturopathie qui vous parle. Bah, y en a un qui me parle, mais en fait, il ne fait pas vraiment des formations professionnalisantes, il fait que des formations pour son compte personnel, en fait. C'est pas le problème. Et pourquoi pas pour commencer là-dessus? Ouais, ouais. C'est toujours dommage, mais bon, par exemple, imaginez que vous commencez par ça et imaginons que vous commencez par les deux. Vous faites la mienne de nutrition et celle de cette école à titre personnel. Bah, à la fin, vous vous installez en tant que naturopathe ayurvédique. Et bien, ce que vous conseillez, c'est ce que vous conseillez. Ouais. En France, en fait, il y a ça. En fait, pour exercer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer des impôts. Donc, il faut avoir un statut juridique. Ils s'en fichent de quelle formation vous avez fait. Ouais, c'est ça, je me dis au niveau des certificats, tout ça, je sais pas trop comment Après, ça marche dans la profession, quoi. et essayez de contacter la personne qui fait cette formation qui vous parle et savoir jusqu'à quel point vous serez prête à exercer avec ça. Parce que c'est vraiment parce que des fois, ils font des formations avec lesquelles on peut exercer, mais c'est juste qu'ils n'ont pas fait les démarches parce que c'est une erreur, les démarches qu'on doit faire pour créer une école. Et peut-être qu'ils n'ont pas fait les démarches et que du coup, c'est une formation qui est tout à fait bien et qui ne peuvent pas faire passer par une formation pro. Mais vous aurez les contenus. Donc, ça, il faut s'approcher de la personne. Si ça vous parle, déjà, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Puis il y a le mode de formation aussi. C'est vrai que quand c'est des choses où c'est que du papier ou que en ligne. Alors c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand c'est en différé, bon, ouais, moi je veux être sûre de faire ça à fond, quoi. Je veux pas que ce soit comme un livre, que je mets ça d'un côté, j'oublie, quoi. Je veux vraiment être sûre d'une bonne assiduité, quoi. Ne vous mettez pas trop la pression. Vous êtes là, on voit déjà avec l'écran. Et vous mettez beaucoup de pression. Il faut que ça soit parfait. Vous mettez beaucoup de pression, beaucoup de. Oui, Il faut que je sois parfaite en fait. Et il faut que ça soit vraiment bien. Et du coup, vous traîne à commencer aussi. Pardon? C'est pour ça que je traîne à commencer. Oui, bah, en fait, il ne faut pas traîner, il faut se lancer. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà, lancez-vous. Surtout si ça fait des années, vous contactez ces personnes-là et vous lancez. Ouais. Ouais, je crois qu'à un moment donné, après, j'ai plein de choses à faire en même temps aussi, c'est ça dans ma vie, donc c'est peut-être pas le bon moment aussi, je sais pas, ça c'est personnel. Mais bon, j'arrête de Oui, parler de ça moi, c'est personnel. Ouais. Ça, il faut que vous voyez. Je peux passer à la. C'est bon? J'ai Merci répondu? beaucoup pour votre réponse. Ok. Alors, Maria, en quelques mots, qu'est-ce qu'on apprend dans la formation d'hygiène de vie?
peut-on faire la nutrition et psychologie sans hygiène de vie? Oui, on peut. J'ai au moins une personne qui s'est inscrite comme ça. Alors, nutrition, c'est nutrition. Psychologie, c'est vraiment, on est dans le mental et dans l'âme. Hygiène de vie, on est à la fois dans le corps et dans le mental. C'est-à-dire qu'on va voir déjà toute la dinacharya, les routines d'hygiène de vie qui vont agir sur le corps, mais aussi sur le mental. Et on va voir le brahmacharya, les 3 piliers de la santé selon l'Ayurveda. Donc, les 3 piliers, c'est la nutrition, que du coup, dans la formation d'hygiène de vie, on va aborder juste les bases parce qu'il y a une formation à côté qui l'aborde dans le détail. Nidra, le Nidra, c'est le sommeil et c'est extrêmement important en Ayurveda, c'est vraiment le 2e pilier. Et là, j'ai que dans cette formation-là où on parle de ça. Et on explique comment on peut le maîtriser, etc. Et le 3e, c'est brahmacharya, que souvent c'est traduit comme le célibat, mais en fait, encore une fois, il faut adapter à notre culture et à notre compréhension. Et donc, on est un peu dans la gestion de notre psyché, en fait, la gestion de notre quotidien, que ce soit physique, en fait, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre activité physique dans notre travail, dans notre quotidien, est-ce qu'on fait un sport à côté, etc. Et notre activité mentale, comment on utilise notre mental. Donc, on rentre un petit peu dans la formation, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, parce qu'il y a de la formation de psychologie aussi qui rentre là-dedans. Mais on aborde ces 3 piliers parce que, voilà, moi, c'est surtout pour parler du sommeil, parce qu'il n'y a que cette formation qui parle de ça. On aborde un petit peu les 2 autres. Donc, si on va avoir un aperçu général, c'est plus la hygiène de vie. Par contre, on n'est pas dans l'âme. On n'aborde pas la question de l'âme. Et après, on va voir en fait tout ce qu'on peut faire au quotidien, quelles sont les actions qu'on peut faire au quotidien pour, en plus de la nutrition, gérer en fait les problématiques qu'on peut avoir dans notre corps et dans notre mental. Et ça, c'est vraiment dans l'information d'hygiène de vie qu'on voit. Donc, il y a des postures qu'on peut adopter, par exemple. Je sais pas, on a des mal de dos. Okay, des mal de dos, des fois c'est digestif, donc l'alimentation elle y joue beaucoup, mais des fois il y a des postures qu'on doit adopter, il y a des choses comme ça. Donc tout ça on voit dans l'hygiène de vie. Le fameux verre d'eau chaude le matin, est-ce qu'il faut le prendre, est-ce qu'il ne faut pas le prendre? Ça fait partie de la dinacharya, ça on le voit dans cette formation-là. À quelle heure c'est mieux de se réveiller selon la personne et comment on va adapter à la personne indépendamment de son dosha. Quelque part, ça on le voit dans cette formation. Donc en fait, la formation d'hygiène de vie, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait tous les jours qui contribue à notre santé physique et mentale. Et donc on va mettre plus des choses qui ne sont pas dans la nutrition parce qu'on est dans le corps, mais la nutrition, on aborde un petit peu d'hygiène de vie, mais c'est surtout sur la nutrition. Et donc, c'est beaucoup de choses qui agissent sur le mental, mais qu'on n'aborde pas dans la formation de psychologie, parce que celle-ci, même si on aborde le mental, elle est plus dans l'âme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Ok, super. Alors, Caroline, quelle différence faites-vous entre esprit et mental? Alors, en Ayurveda, c'est très clair. Le corps, c'est le corps, donc ça, je crois que c'est plus facile. Mental, c'est les pensées, les émotions. C'est tout ce qui se passe par cette réflexion, par exemple, tout ce qui nous permet d'agir dans la vie. C'est celui qui va interpréter toutes les informations qu'on prend par nos organes des sens, en fait. La façon dont on a d'appréhender le monde, c'est à travers nos organes des sens, donc les yeux, le toucher, hein, qui sont déjà limités. Donc, on apprend ça, c'est déjà un peu limité parce qu'il y a des couleurs, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des ondes qu'on n'entend pas, alors qu'on sait bien qu'il y a la radio, on ne les voit pas ces ondes, mais on sait bien qu'elles sont là. Donc, ils sont déjà limités, ces 5 organes de sens. Et après, qui va les interpréter? C'est le mental. Donc, ça, c'est bien le mental. Et c'est le mental qui peut nous faire, il va nous faire le pont, en fait, entre les organes des sens et l'esprit. L'esprit, c'est qui nous sommes, en fait. Ça, on l'apprend, c'est le Samkhya Darshana, donc c'est une vision de la création de l'univers. Donc,
on comprend en fait qu'il y a quelque part, on est tous liés, on vient tous de Purusha, de Brahman, de comment on veut l'appeler. Et en fait, à un moment donné, on a eu une division. Et dans cette division, on arrive à une partie qui est le Jiva Atman, la Hamkara, qui est cette conscience individualisée, qui est notre âme. C'est-à-dire que c'est notre part individuelle, même si on fait tous partie de ce tout, il y a quelque chose que c'est moi, en fait, mon âme. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce que je suis réellement, cette âme. Et en fait, on a des objectifs de vie. Et ces objectifs de vie, c'est ce qu'on appelle les 4 purusharthas et tout ça, c'est des choses qui précèdent l'Ayurveda. Donc, c'est des informations qui viennent avant. Et cette âme, elle essaie de répondre à ces quatre objectifs de vie. Et c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas dans notre vie, qu'on change de travail, qu'on est appelé par une chose ou par une autre. C'est l'intuition, c'est cette voix de l'âme, en fait. C'est cette intuition. Et qui va faire l'interprétation de ce qu'elle veut, l'âme? Parce que l'âme, elle est là, c'est celle qui sait tout. C'est cet esprit, c'est celle qui sait tout. Mais c'est moins accessible parce qu'il faut l'interprétation du mental. Et donc, le mental, il est toujours là au milieu, entre ce qu'on reçoit et c'est le mental qui va l'interpréter. Et donc, il va l'interpréter en fonction des mémoires, des choses comme ça. Et il peut être notre meilleur ami parce qu'il va nous aider à interpréter les messages et être en accord avec notre voix de l'âme, mais il peut être notre pire ennemi parce qu'il va se figer sur des événements de l'enfance, ou etc., qui vont nous mettre dans un autre sens et nous éloigner de notre voix de l'âme. Je ne sais pas si j'ai expliqué. Bon, la question, c'était je me suis mise à parler, mais la question, c'était la différence entre le mental et l'esprit. Le mental, c'est vraiment cette chose qu'on travaille tous les jours, donc tout ce qui est rationnel, mais aussi nos émotions, nos pensées. Mais tout ça, c'est pas moi. Moi, c'est le moi supérieur, celui qui sait, en fait. C'est qu'on a parfois dans ces moments où on a une intuition. Et rationnellement, c'est pas cette voie-là qu'on devrait suivre, mais quelque part, on sait que c'est vers là qu'on doit aller. C'est ce métier-là que je dois faire, c'est cette école que je dois suivre. Ça, c'est l'intuition, ça, c'est la voie de l'âme. Et ça vient comme ça. Et il faut avoir le mental très clair. Il faut être très calme pour pouvoir écouter ses intuitions. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend dans la formation de psychologie plus. Alors, Madeleine qui dit que doit nous laisser. Laura, merci pour la réponse. Dernière question, y aura-t-il d'autres dates cette année en début de formation? Non, il n'y aura plus rien parce que j'ai un bébé dans mon ventre et que je vais accoucher mi-janvier, fin janvier. Donc, les formations, ils se finissent mi-décembre. Donc, c'est pour ça, à la base, en fait, les 3 formations, elles étaient espacées, justement, pour les personnes qui voulaient faire les 3 en parallèle. Et là, je ne peux pas. Donc, je les ai toutes concentrées là, donc dans les 4 mois à venir. Et il n'y aura plus rien cette année. Ça reprendra septembre de l'année prochaine. Et donc, septembre 2023. Et normalement, ça sera avec la première année de formation complète. Et je pense garder également la formation de nutrition parce que j'ai déjà des très bons retours et je trouve que les élèves étaient très bien préparés pour la première promo. Les autres 2, je ne sais pas encore parce que justement, c'est la première fois que je l'ai fait et que, en fait, je construis mon école petit à petit parce qu'elle est faite pour les élèves. Donc, j'écoute beaucoup les retours des élèves. Je fais toujours des questionnaires, je demande l'avis. Et donc, c'est en fonction des personnes qui vont faire ces formations-là maintenant que je vais dire, OK, qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce que c'est une formation à garder ou pas? Donc, je ne sais pas encore. Je n'ai aucune date à donner aujourd'hui. Mais cette année, les scolaires, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y aura plus rien à partir de décembre. Enfin, il n'y a que celle-là qui commence septembre-octobre. Merci pour toutes les explications intéressantes. Bonne soirée. Maryse, merci. Bonne soirée. Vous dites que la formation commence le 27 août et que nous avons le premier module vers début mars. Parce qu'il doit y avoir une erreur parce que justement, à la base, ça doit avoir un problème parce que la première promo, c'était en mars. Donc,
Non, ne vous inquiétez pas. C'est où que j'ai... C'est qui m'a dit ça? Alors, Frédéric, c'est où que vous avez vu cette histoire de Mars? C'est une erreur. Ah, elle est peut-être plus là. Donc, en fait, la formation, elle commence le 27 août. Il y a normalement pour les personnes qui sont préenregistrées, il y a déjà les 2 premières leçons qui sont disponibles le 27 août. Il y a la 3e, ça c'est pour la formation de nutrition. La 3e leçon, c'est pour faire les groupes de 5. Et après, en fait, c'est chaque semaine. En fait, ça commence le 27 et je ne sais pas quel est le samedi d'après. Ça sera la deuxième. On commence le module 1. Donc, c'est une erreur. Ça, début mars, c'est quelque chose que j'ai dû laisser quelque part que j'ai oublié de changer. Parce que j'ai changé, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dû changer les dates. Donc, ça doit venir de là. Je suis intéressée par la formation hygiène de vie, mais pas dans un but professionnel. Est-ce que cette formation me conviendrait? Alors, les formations, elles sont construites pour les personnes qui veulent exercer. Donc, quoi qu'il arrive, si on suit la formation, il y aura les études de cas, il y aura tout ça. Donc, de façon à qu'à la fin, vous décrochez le certificat qui vous permet d'exercer, même si c'est plus tard. Est-ce qu'il y a un intérêt à titre personnel? Moi, je dirais que oui. En fait, comme je vous disais, à chaque leçon, vous avez des exercices à faire les choses pour vous. OK? Il y a une hygiène de vie, voilà. Donc, par exemple, on commence par le Dinacharya, module 3, donc on commence par l'introduction, et après, module 2, et il y a le Dinacharya, et en fait, on le voit différemment que dans d'autres écoles que j'ai pu suivre. En fait, on va voir vraiment qu'est-ce qu'ils disent les textes, qu'est-ce qui est adapté à notre culture, et dans un troisième temps, qu'est-ce qui est adapté à moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à tout le monde et qui vont déséquilibrer certains doshas. Donc, et ça, je veux, enfin, je propose en tout cas que les personnes, elles fassent ce test d'essayer chaque routine chez eux pour voir ce que ça fait. Donc, ça, c'est un exemple du Dinacharya. Après, c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil pour la nutrition. À chaque fois, on va se faire des tests, observer, faire les exercices sur soi avant d'aller faire la recueil de données chez la personne pour l'étude de cas. Donc, oui, je dirais que oui, il y a un intérêt de le faire pour soi aussi. Voilà. Merci. N'a rien. Après, tout dépend de ce qu'on cherche avec l'Ayurveda pour soi aussi. Selon ce qu'on a besoin, c'est Rubina, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi que vous cherchez exactement? Vous avez d'autres formations en Ayurveda ou pas? Non, j'ai commencé juste à m'intéresser. J'ai été suivie, enfin, j'ai fait un petit suivi avec une thérapeute. Et voilà, je voulais approfondir mes connaissances, mettre en pratique, enfin, essayer en tout cas du moins de mettre un peu plus les choses en pratique. J'avais essayé certaines choses, mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus de suivi. Voilà, voilà, c'était plutôt dans ce but-là. D'accord. Vous avez déjà des notions en nutrition? Très peu. Pourquoi pas commencer par la nutrition plutôt D'accord. pourquoi l'hygiène de vie en fait? C'est une question en fait, c'est pas... Oui, bah, ça me parlait plus quand vous l'avez décrit tout à l'heure, mais c'est vrai que la nutrition, oui, pourquoi pas. C'est vrai que je n'avais pas Alors, forcément pensé. si on n'est pas du tout dans un but d'exercer, peut-être que l'hygiène de vie, c'est mieux. Parce D'accord. qu'elle est moins lourde. Elle est moins dense. La nutrition, elle est dense. Donc, il faut vraiment être motivé. Et il faut être particulièrement motivé pour exercer, pour avoir ces liens, pour comprendre. L'hygiène de vie, il y a une bonne partie qui s'adresse à la personne en bonne santé, donc elle est plus légère, plus facile à digérer, la D'accord. formation, alors que vous avez quand même beaucoup de contenu et vous abordez quand même une partie des 2 autres formations. Donc, si le but, c'était exercer, moi, je dirais de commencer par la nutrition, c'est sûr. Si le but, c'est soi, et plus dans le comportement, dans ce qu'on fait tous les jours, peut-être que l'hygiène de vie, c'est mieux. D'accord. Ok. Moi, c'est vrai que c'était plus dans ce but-là, appliquer les choses assez rapidement, entre guillemets. C'est vrai que. De toute façon, dans les 3, on applique D'accord. tout de suite. Pas dans le module 0. Module 0, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait, un peu ce que je vous ai parlé là. À quoi ça sert les groupes de 5, quel est le programme, blablabla. Et à partir du module 1, on est dans le contenu
ça commence toujours avec l'introduction des concepts, etc. Donc, ça commence à petite vitesse et ça augmente plus. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça. Ce que je peux faire, en fait, c'est que là, dans les mails, j'enverrai un email groupé et je vous mettrai les 3 programmes de formation, des 3. D'accord, super. Des 3. Comme ça, vous regardez. Alors, si c'est l'hygiène, alors si c'est la nutrition, c'est là, ça commence samedi. Donc, Oui. ne tardez pas trop à revenir vers moi. Si c'est l'hygiène de vie, vous avez un petit peu plus de temps, ça commence le 3, je crois. Ça commence début D'accord. septembre, donc vous avez une semaine de plus. Et normalement, ce que je fais, c'est que je propose les accès à la formation pour la formation nutrition. Pour tout le monde, hein, là je parle, je dis ça à tout le monde, pour qu'on puisse suivre les 2 premières leçons sans compromis. Mais là, je me dis que ce n'est pas trop intéressant de vous proposer ça parce que ça commence déjà samedi. Donc, bon, si réellement il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de ça, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, je vous donne des accès, par exemple, jusqu'à jeudi. Mais là, c'est plus genre, je suis prêt à faire une formation où je laisse passer mon tour, quoi. C'est plus ça. Mais si en tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut suivre les 2 premières leçons sans compromis, c'est possible. Et ça, vous me faites un retour de mail et je vous les enverrai. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme... alors, Sophie, si on effectue les 3 formations cette année et que l'on veut participer à votre prochaine formation sur 3 ans, y aura-t-il un passage en deuxième année directement? Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Je ne sais pas vous dire encore. Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ça. Il y aura peut-être un rappel. Il y aura peut-être besoin de faire un rappel, en tout cas. En fait, mon idée de base, c'était après la formation de nutrition, je voulais lancer direct la première année, là, ce septembre-là. En fait, je ne l'ai pas fait, non seulement... En fait, je ne savais pas encore que j'étais enceinte quand j'ai décidé de ne pas le faire. C'est parce que je sentais que tout n'était pas prêt, en fait. Donc, je ne l'ai pas fait. Et en fait, à la base, je disais aux personnes qu'elles pouvaient s'inscrire à la deuxième et que je prendrais ça en considération au niveau financier. Mais qu'au niveau au niveau de contenu, il fallait tout suivre. Maintenant, si on fait les 3 formations, en termes de contenu, il vous manquera pas grand-chose. Mais ce que je ferais, c'est peut-être si on veut faire les 3 là et qu'après on faire la deuxième, en sachant que l'année prochaine, je commence la première. Donc, je ne ferai pas tout de suite la deuxième. Je ferai peut-être l'année d'après, ok? Mais si on veut avoir une passerelle, peut-être que je ferai juste des révisions au début qui sont importantes. Je ne sais pas vous dire. Je n'ai pas du tout réfléchi à cette question et je ne veux pas m'avancer sur des choses. Mais en tout cas, si en termes de connaissances, vous les aurez. Mais il y a certaines choses, par exemple, dans l'anatomie physiologie en nutrition, je n'ai pas approfondi, par exemple, les sous-doshas et ni les shlotamsi. Et donc, ce sont des choses que pour la formation de 3 ans sont quand même importantes. Là, pour ces formations-là de base, non. Plutôt, je ne les ai pas mis exprès parce que je me suis dit que c'était de contenu en plus qui allait risquer de confondre. En fait, ça ferait peut-être alourdir un peu la formation qui était déjà dense. Donc, je ne l'ai pas mis. Mais dans une logique de formation de 3 ans où on va apprendre les plantes, etc. par la suite, ça sera extrêmement important de comprendre les shlotam, si c'est les canaux du corps, les sous-doshas, donc c'est l'action de chacun des sous-doshas. Voilà, pour pas expliquer trop. Mais du coup, à ce moment-là, pour les personnes qui n'auraient pas fait, qui auraient fait les 3 et pas la première année, j'aurais peut-être faire des révisions en plus, des cours en plus là-dessus, sur les choses qui seraient manquantes. Mais je vous dirai ça à ce moment-là. Parce que je n'ai pas du tout. Là, c'était la réponse rapide par rapport à votre question. Émilie, je voudrais m'exprimer à l'oral, mais mon micro ne fonctionne pas. Ah mince. J'ai de bonnes bases en Ayurveda. Je suis thérapeute corporelle en Ayurveda et je suis en manque de donner des conseils à mes clients après mes soins. J'hésite hygiène ou nutrition. Nutrition.
nutrition, parce qu'en fait, tout dépend bien sûr de la formation que vous avez fait, mais on apprend, en fait, quand on apprend l'anatomie physiologie avec le but d'enseigner le massage, ce n'est pas la même façon dont on apprend l'anatomie physiologie si le but, il est de conseiller. Donc, vous avez une bonne formation sûrement pour, en fait, avoir la casquette d'infirmier d'Ayurveda, si on peut dire comme ça. Et là, on cherche plus à avoir la casquette de médecin ayurvédique. C'est pas du tout ça, c'est pas des termes qu'on peut utiliser en France en plus. Donc, ne répétez jamais ce que je viens de dire parce qu'on va vous taper sur les doigts. Mais en fait, c'est juste pour expliquer un petit peu la différence. Et du coup, le niveau de profondeur n'est pas le même. OK? Donc, pour conseiller, l'alimentation, c'est quand même une base incontournable parce que quoi qu'il arrive, il y aura des choses à changer dans l'alimentation de la personne et elle aura des choses à dire. Bon, en hygiène de vie aussi, mais des fois, c'est plus facile de changer des petites choses en alimentation alors que de mettre une dinacharya, une hygiène de vie trop costaud pour la personne, ou de changer toutes les routines du sommeil du début à la fin, ça va être compliqué. Okay? L'alimentation, ça peut être compliqué aussi de changer, mais avec un petit changement, on va avoir plus de résultats. Alors que, bon, quoique en hygiène de vie, c'est pareil. Mais par exemple, si vous dites à la personne qui se couche à minuit et sous les écrans, si vous lui dites, OK, il faudrait se coucher un peu plus tôt, ne pas regarder les écrans à partir de 18 heures. En général, de mon expérience de cabinet, c'est plus difficile pour la personne de faire ça que de, par exemple, changer son petit déjeuner ou changer son dîner ou changer la fréquence à laquelle elle mange. Donc, moi, je dirais que pour les conseils, moi, je commencerai par la nutrition. Si on peut faire les deux, c'est mieux, évidemment. On aura plus d'outils. Mais si on doit choisir une ou l'autre, moi, je dirais de commencer par la nutrition quand même. Caroline. Ah, j'ai perdu un peu de... Caroline, je dois vous laisser. Merci pour les explications. Laura, d'après ce que vous avez dit, il faudrait que je fasse d'abord la nutrition, mais ça commence samedi. Je ne suis pas là. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper? Oui, en fait, les cours du 27, c'est un cours préenregistré pour établir les groupes. Donc, en gros, il n'y a pas de contenu. C'est la semaine d'après qui commence les contenus. Le module 1, il est tout doux. En fait, c'est les principes généraux de l'Ayurveda, etc. Donc, c'est relativement facile. Et je pense que c'est peu d'heures. Et c'est en fait à partir du module 2 qu'on commence. Et en fait, l'avantage de ces cours en ligne, c'est que les cours préenregistrés, en fait, ils sont libérés le samedi à 9h. Mais si on veut les suivre plus tard dans la journée ou la semaine d'après, c'est pas grave. Moi, je conseille fortement de les regarder dans la semaine pour pas prendre du retard. Parce que la formation, elle commence doucement, mais après, ça se densifie. Et donc, si on attend trop, après, ben, on risque de prendre trop de retard et on se retrouve en difficulté. Et moi, je vous relance. Quand je vois que les jeunes commencent à prendre un peu de retard, je relance les personnes. Mais j'ai parfaitement eu des personnes qui sont parties un mois en vacances et qui ont suivi les cours un petit peu comme ça et qu'en fait, en rentrant, elles se sont remis. Mais en fait, c'est une question que vous devez gérer dans votre emploi du temps. Donc, c'est possible, oui, de commencer avec un petit peu de retard. Il n'y a pas de problème. Peggy, je me déconnecte. Merci beaucoup. Je suis intéressée par la formation en gestion du mental pour moi et à long terme pour une reconversion professionnelle. Donc, c'est bien parce que déjà, surtout dans la psychologie, et là, on est vraiment amené à travailler sur soi. Et après, vous avez toujours le certificat. Moi, je conseille toujours les gens à finir la formation et à s'installer. Parce qu'après, on procrastine. Après, on n'est pas sûr de soi. Après, voilà, il y a le syndrome d'imposteur qui se met en place. Et donc, je conseille vraiment de se lancer. Mais après, ça dépend de chaque personne et de son parcours et ce qu'elle envisage de faire. Voilà.
Frédéric, sur le site, c'est encore les dates du programme de la dernière session. Ah bon? Donc, je croyais que je l'avais changé pourtant, mais je n'ai pas dû le changer. Pourriez-vous m'envoyer toutes les dates exactes avec le programme complet pour la session du 27 août? Bien sûr, ben, je vais faire ça pour tout le monde. Je vais envoyer les 3 programmes. Et les 3 programmes, en fait, vous avez un gros tableau avec des choses générales, donc les dates générales, les tarifs, plein de consignes, là, les méthodes pédagogiques, etc. Et après, vous avez le programme. Et dans le programme, vous avez les dates exactes avec la date des lives, etc. Je vous enverrai le mail demain. OK? Voilà, Émilie, merci, bonne soirée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vous ai pas dit au début, mais sur Zoom, vous avez l'option, là en bas, vous avez réaction. Et une des réactions, c'est lever la main. Mettre la main comme ça. Et donc, ça, je le vois pour pouvoir parler. Là, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, il me semble. Voilà, merci, merci. Maria qui m'envoie un lien. C'est quoi ce lien, Maria? ionnaturformation.com, c'est mon site, ça. Oui, ici, les dates sont correctes. Non, Non, je le mets pour la personne qui disait que ça commençait en mars. Ah oui, d'accord. En fait, ici, sur ce lien, elle aura les dates correctes. Donc, d'accord, ok. Merci. Oui, normalement, sur le site, c'est à jour, mais peut-être quelque part, peut-être que sur la plateforme, il doit avoir, c'est possible qu'il y ait des dates incorrectes. Ah, en fait, là, sur la plateforme Teach Easy, il y a encore, parce qu'en fait, mes élèves de juin, qui ont fini en juin, il y en a 4 qui n'ont pas fini, qui vont présenter là en septembre. Donc, la formation, elle est toujours sur place. Elle est toujours visible. Elle va disparaître la fin septembre. Mais en fait, quand on clique sur la formation sur la plateforme, pas sur mon site, on doit choisir celle de septembre, en fait. C'est peut-être ça. Camille, j'hésite entre gestion du mental et nutrition. Je n'avais pas prévu de reprendre une formation de sitôt. Je vais me poser et revenir vers vous au besoin. Oui, en fait, il faut réfléchir. Je crois que je fais ce webinaire un peu trop tard dans le timing. Il faudrait que je le fasse les prochaines fois. J'essaierai de le faire plus tôt. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes. En général, j'ai les personnes individuellement. Et là, ça a commencé à faire un peu trop. Donc, je me suis dit que le webinaire, c'était pas mal. Donc, voilà. Donc, sur ceux qui sont intéressés à faire une formation, vous pouvez me contacter directement par retour de mail. OK. Là, je vous enverrai demain les programmes de formation. Si je peux, je mettrai aussi le replay direct de ce webinaire pour ceux qui n'ont pas resté jusqu'à là au bout. Mais ceux qui sont intéressés à une ou autre formation, contactez-moi directement. Si ça n'a pas été clair encore pour vous, si c'est une ou autre formation, on peut échanger de façon plus personnelle, il n'y a pas de problème. Voilà quoi, par mail ou par téléphone. Donc, comme vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous dis à tous merci beaucoup d'avoir été présents là et je vous dis à très bientôt. Ah, je crois qu'il y a une autre. Quel est le téléphone? Il est sur mon site, mais je vais vous dire parce que je ne le sais pas de mémoire. Alors, c'est le 07 69 33 07 52. Je le mets ici peut-être dans le chat. 07 69 33 07 52. Voilà. Et sinon, le mail, c'est toujours le même. Donc, contact@ionnatur.com. Donc, vous l'avez là dans le chat. Mais je vous enverrai un email. Pareil, demain, je vous enverrai un email avec donc le replay,
les 3 programmes et comment vous pouvez me contacter. OK? Voilà, voilà. Bonne soirée à tout le monde. On a un sommeil bien mérité.